Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Alors 200 salariés étrangers au moins, venus d'Espagne, de Pologne, de Tchéquie, travaillent sur le chantier de la COP21 au Bourget. Bon, c'est légal, mais est-ce que ça vous choque? Écoutez, oui, en fait, c'est toujours choquant à découvrir, même si, comme vous le dites, c'est légal. Et surtout, moi, j'aimerais être sûre que les entreprises ont tout fait dans le cadre du droit et donneurs d'ordre pour tenter de privilégier les entreprises locales. Moi, je prends un exemple. Il y a des choses qui sont en effet légales. Il y a un droit qui est très encadré au niveau européen. Et puis, il y a des moyens de le contourner. Contourner? Oui, disons-le. D'essayer de privilégier dans la mesure du possible les entreprises locales. Et moi, je trouve que ça a du sens, et en particulier par les temps qui courent. Je vous donne des exemples concrets. C'est pas très pro-européen tout ça. Écoutez, voilà, on est dans une situation dans laquelle on a un chômage important en France et tenter de donner, voilà, quand il y a un grand événement, quelque chose, tenter de faire en sorte, ou un grand chantier, de faire en sorte que ce soit des entreprises locales qui puissent d'abord bénéficier. Je trouve ça assez normal, je trouve ça assez logique. Et je vous donne un exemple concret que j'ai pratiqué comme ministre. Vous voyez, je vous avez contourné en tant que ministre. Ouais, bon. Je vous le dis. Je vous donne un exemple concret sur des chantiers du type TGV, par exemple. Grandes infrastructures. En fait, oui, vous avez des normes européennes et puis vous avez la possibilité, et c'est complètement légal, de mettre dans le cahier des charges des entreprises des contraintes du type faire de la place, par exemple, à des personnes en situation d'insertion. C'est complètement légal parce que ça s'appelle mettre des normes sociales particulières, en fait, dans le contrat. Normalement, évidemment, toutes les entreprises peuvent répondre, mais c'est vrai que quand vous mettez des contraintes importantes en termes d'insertion des personnes locales, eh ben, vous ciblez plutôt sur les entreprises locales. Je me souviens par exemple très bien que sur le TGVS, on avait comme ça réussi à obtenir, oui bien sûr, et on avait réussi à obtenir, oui, une très bonne part d'entreprises locales, parce que les entreprises locales avaient tout simplement plus de facilité pour répondre positivement à ces contraintes qu'on mettait dans les contrats, qui étaient, j'insiste, des contraintes légales, mais qui nous permettaient sciemment de s'orienter plutôt vers des entreprises locales. Et non seulement ça ne me choque pas, mais je vous dis, je l'ai fait. Bon, on peut s'affranchir des directives européennes. Mais il ne s'agit pas de s'affranchir des directives européennes, j'insiste, c'est légal. On a bien compris. Il s'agit d'utiliser, de s'inscrire dans le cadre du droit pour essayer de privilégier plutôt nos entreprises. Alors, à nous, bah oui. Le gouvernement a présenté sa réforme du Code du travail. Manuel Valls se donne 2 ans pour le réécrire. Le SMIC, les CDI, Nathalie Kosciusko-Morizet, les 35 heures, allez, un peu aménagées, mais demeurent. Vous auriez fait quoi, vous? D'abord, j'aurais fait quelque chose. Comment ça? Parce que y a rien dans sa réforme. Enfin, écoutez, on comprend même pas. Ça devait être initialement présenté il y a 1 semaine. Et puis, on a décalé la présentation de la réforme du Code du travail. Chacun a pu se dire légitimement, c'est compliqué, c'est parce qu'il y a des arbitrages, ils vont sortir quelque chose de solide. Et finalement, il n'y a rien. Écoutez, ce serait juste un petit peu ridicule si ce n'était pas un tel gâchis. Une telle occasion manquée. Faites quoi? On est à un moment où d'abord il y a des rapports de qualité qui sont sortis. Le rapport Combrexel, le rapport Mettling, il y a vraiment des choses intéressantes dedans. Il y a un besoin, on sait, de faire bouger les choses en matière de droit du travail. Attendez, c'est un des sujets sur lesquels les entreprises, les investisseurs étrangers nous disent non, on ne vient pas en France à cause du droit du travail, c'est trop compliqué. Et en plus, moi je pense que les Français sont prêts. Je vous donne un exemple très concret. Là, ils prévoient de ne rien changer ou presque en matière de durée légale du travail. Moi je crois qu'aujourd'hui, avoir une durée légale imposée, unique au niveau national, c'est dépassé. On sort des 35 heures, c'est la position des Républicains? Qui est une durée maximale. Moi, je vous fais une proposition là qui est... Oui, enfin, globalement, c'est la position des Républicains. Après, vous avez les nuances à l'intérieur des Républicains. Mais qui est une durée maximale au niveau national, d'ailleurs au niveau européen, c'est bien normal. Mais sur le reste, on comprend bien que suivant les types d'entreprises, suivant les secteurs, il n'y a pas tellement de logique à ce que la durée soit complètement uniforme au niveau national. Pour moi, ça devrait relever même de l'accord d'entreprise dans le cadre d'un cadre national. Vous participez après ce direct à une table ronde, vous dites fin du salariat. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez quoi? Un monde d'auto-entrepreneurs, plus de contrats? Mais je travaille tout simplement avec donc des personnes qui sont dans cette logique-là du développement de l'indépendance, qui sont confrontées soit à titre volontaire, il y a des boîtes, il y a tout un modèle économique qui se développe, Uber, Airbnb, soit à titre subi, parce que ce sont des gens qui ont été dans le salariat, qui à un moment ont plus de boulot et sont allés vers l'indépendance, vers l'auto-entrepreneur. Je travaille sur ces nouvelles formes de travail. Je vais être très clair là-dessus.
Moi, je pense que c'est en train de se développer. C'est sûr que c'est en train de se développer. Aujourd'hui, c'est modéré. Vous avez 90% des gens qui travaillent qui sont salariés. Il n'y en a que 10% qui sont indépendants. Mais c'est en train de se développer à toute vitesse. Vous dites qu'on va vers ça. Vous pouvez considérer que c'est bien, que c'est pas bien. C'est pas une question morale. C'est en train de se passer. D'une certaine manière, ceux qui dénoncent l'ubérisation de la société, moi, je les entends, ils craignent quelque chose. Je comprends bien, on peut avoir des craintes, en effet. Ça déséquilibre notre système, y compris notre système de protection sociale. Mais c'est en train de se passer. Et le rôle de l'État et le rôle des politiques, c'est de le regarder en face. Vous voyez, moi, je ne veux pas revivre la guerre entre Uber et les taxis. Ça faisait des années qu'on savait qu'il y avait un problème. Et en fait, l'État n'a rien fait. Et on s'est retrouvé avec à la porte-maillot des taxis qui renversaient des Uber. Ça ne légitime pas la violence que l'État ait rien fait, on est bien d'accord. Mais la responsabilité de l'État, c'est d'anticiper. Et il y a des choses simples à faire. Création d'un statut général du travailleur indépendant. Simplification, parce qu'aujourd'hui, vous avez une multiplication de statuts. On a bien compris, vous voulez faire phosphorer le système. On a bien compris. Mais pas seulement faire phosphorer, le transformer pour pouvoir donner un encadrement minimal à ceux qui travaillent dans ces conditions et accompagner une transformation de la société, du monde du travail qui est en train de se faire, plutôt que de fermer les yeux et finalement de se retrouver, voilà, comme on a vu, la guerre d'Uber et des taxis. Vous avez applaudi aux annonces sécuritaires de Nicolas Sarkozy. C'est la bonne campagne pour les régionales? Oui, il ne s'agit pas de campagne. Le mouvement Les Républicains construit, travaille sur un socle commun de propositions. Voilà, il y a eu une série de propositions sur la sécurité. Moi, je trouve que pour l'essentiel, oui. Et d'ailleurs, je observe qu'elles sont très bien accueillies, qu'elles sont très bien entendues. Regardez, Valérie Pécresse, candidate en Île-de-France, qui, dans Le Parisien ce matin, veut mettre en place, si elle est élue, un test de dépistage salivaire du cannabis pour tous les lycéens franciliens. Vous approuvez ça ? Moi, je ne suis pas de ceux qui négligent, sous-estiment l'importance de l'usage du cannabis, qui disent que ce n'est pas grave. C'est moins grave, certes, que d'autres addictions, mais c'est le chemin aussi vers d'autres addictions. Et je suis très frappée de voir, quand on en parle, avec les parents, avec les associations, le nombre de parents qui tombent des nues quand ils découvrent que leur enfant a fumé du cannabis. Mais qui tombent des nues, qui auraient jamais pensé. Donc c'est un problème. Oui, bien sûr. Ouais. Et qui pensent toujours, parce que alors on n'aime pas voir, on ne voit pas, on ne devine pas, on n'imagine pas que le petit a grandi. Enfin, il y a plein de raisons. Et puis on n'imagine pas que ça se passe dans cet établissement. Il y a plein de raisons, mais qui tombent des nues quand ils le découvrent. Et je pense qu'aider les uns ou les autres à ouvrir les yeux, ça peut être utile. Donc c'est une bonne proposition. Après, je n'ai pas vu le détail de la proposition et je sais, il faut vérifier que c'est bien possible. Je ne suis pas sûre qu'on puisse obliger à un test salivaire. Mais en tout cas, aider les parents à ouvrir les yeux sur le problème, oui. On évoquait à l'instant les Républicains, Nicolas Sarkozy. Il y a ce Conseil national ce samedi à la Mutualité. Vous y serez, Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui. En revanche, Juppé, Fillon-Le Maire, personne ne va assister au discours du président des Républicains. Sale ambiance chez vous? Écoutez, non, vous ne pouvez pas dire ça comme ça. D'abord, chacun a des contraintes. C'est une question. Ouais, alors moi je vous dis les choses clairement, j'y serai notamment tout le matin comme numéro 2 et puis vous savez, après je vais au Liban, à Beyrouth, notamment dans les camps de réfugiés et donc moi-même j'assisterai pas au discours. Et il y a Nicolas Sarkozy qui l'a très bien compris. Chacun est aussi en campagne régionale, il y a les contraintes des uns et des autres. Moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ce qui est important c'est que le parti est mobilisé et en dépit de tout, en dépit des petites phrases, des arrière-pensées, il y a de l'unité à l'occasion de ces élections régionales. Et on le voit dans des campagnes qui sont difficiles. Vous voyez, je prends l'exemple du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Xavier Bertrand, il a réussi à faire l'unité, à rassembler tout le monde. Bon, là-bas, personne ne se pose la question de savoir qui fera quoi. Qui fera quoi derrière à l'occasion des primaires. Mais je le dis, disons les mots franchement, parce que ce que vous dites finalement, c'est que les gens seraient déjà dans la campagne des primaires et pas dans la campagne des régionales. C'est pas ce que je vois sur le terrain. Moi, c'est pas ce que je vis sur le terrain. Nous avons ouvert cette interview. Et ça ne veut pas dire que c'est une campagne facile. Hein, nous avons ouvert l'interview sur la COP 21. Vous dites toujours connard, pardon, je cite ce mot, c'est un mot français après tout, pour les climato-sceptiques. Je le redis, que ce n'est pas une opinion neutre. Comprenez-moi bien, il peut y avoir des controverses scientifiques. Et puis il y a un moment où on sait. Et quand on sait sur des sujets graves, le temps de la controverse scientifique, il est passé. Parce que sinon, la fausse controverse scientifique qu'on continue à agiter, elle sert à ne pas agir. Philippe Verdier qui se fait virer, par exemple. Je prends un exemple très concret. L'Académie des sciences, qui n'est pas connue pour être avant-gardiste en matière d'écologie, a fait litière
de tous les arguments des climato-sceptiques. On sait que le changement climatique est en train de se passer, on sait que c'est le fait de l'homme et on sait que c'est grave. Et oui, je trouve que dire que c'est pas si grave et qu'on ira plus souvent à la plage, c'est un problème. Je fais le lien. Ouais. Attendez, je fais le lien avec d'autres scandales passés. Vous savez, le scandale de de l'amiante. Oui. Allez expliquer aux gens qui sont en train de mourir du cancer de la plaie, ce qui est un truc en plus horriblement douloureux. Allez leur expliquer que il y a eu une controverse scientifique qui a duré. Et même une fois que tous les autres pays savaient que l'amiante c'était grave, une fois qu'on l'avait interdit à peu près partout, en France on continuait à être Donc pas très clair. Parce qu'il y avait une controverse scientifique et que quoi? Non, je suis pas d'accord. Merci à vous, Nathalie Merci à vous. Kosciusko-Morizet.